Maman a tendu le dernier cadeau à ma sœur. Puis a croisé les mains sur ses genoux comme si le matin de Noël s'était déroulé exactement comme prévu. Chaque cadeau sous le sapin était accompagné d'un mot écrit à la main. Chaque cadeau, sauf le mien. J'ai regardé sous les branches une fois de plus. Rien. Mon cadeau avait-il été déplacé quelque part? Maman a croisé mon regard. Non. La pièce est devenue silencieuse. Les gens qui ne donnent rien à cette famille ne sont pas récompensés. Ma gorge s'est nouée. Rien de quoi. Le respect. Papa a fixé son café. Ma sœur a baissé sa carte. Je me suis levé du canapé. Maman a froncé les sourcils. Où vas-tu? À l'étage. Le visage de tante Morgane est devenu blanc. C'était la première chose utile que quelqu'un ait faite de toute la matinée. À l'époque, j'avais 29 ans. Je vivais seul à Columbus et j'enseignais dans une école publique de l'autre côté de la ville. Je passais mes semaines au milieu d'adolescents capables de repérer l'injustice en 3 secondes. La maison. J'avais passé des années à faire semblant de ne pas la voir. Le prénom de maman était Paige Parker. Et elle avait le don de décider de ce qui s'était passé avant que quiconque d'autre ne puisse le raconter. Si je me mettais en colère, j'étais instable. Si je restais silencieuse, je boudais. Si je quittais la pièce, je faisais une scène. En quittant la pièce, elle a crié. Et ne commence pas à pleurer. C'est comme ça que chaque Noël tourne autour de toi. Ma main s'est resserrée sur la rampe. Elle avait déjà écrit ma réaction à ma place, alors je lui ai donné autre chose. D'accord. Et j'ai continué à marcher. La boîte était là où je l'avais laissée des années auparavant. Poussée derrière de vieilles couvertures d'hiver dans le placard de la pièce qui était autrefois là. Mienne. En plastique rouge, couvercle rayé, un coin fendu maintenu par du ruban adhésif gris. Lorsque je l'ai porté en bas. Morgane a chuchoté, tu as gardé ça. La tête de maman s'est tournée brusquement vers elle. Je me suis arrêté à mi-chemin de la pièce. Tu t'en souviens? Morgane a serré les lèvres. Nathalie a regardé de l'une à l'autre. Ma sœur aînée avait passé le plus clair de cette matinée à essayer de disparaître derrière une tasse de café. Son mari. Gareth. Regardait tout le monde. Non. Qui a-t-il dans la boîte? A demandé Nathalie. Rien que tu aies besoin de voir. A dit maman. Je l'ai posée sur la table basse, puis je l'ai remise. J'ai ouvert le couvercle. De vieux journaux intimes, des documents médicaux, une pile de relevés de comptes copiés. Quelques cassettes de caméscope d'enfance. Des enregistrements téléphoniques récents et des messages vocaux sauvegardés. La lettre cachetée de grand-mère. Maman a tendu la main vers la boîte. J'ai posé ma main sur le couvercle. Ne touche pas. Ses doigts se sont immobilisés. Cette toute petite pause m'a frappé plus fort que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. À 16 ans, elle pouvait me prendre mon téléphone, mes repères, mes lettres. Tout ce qu'elle décidait que j'utilisais contre la famille. À 29 ans, elle a dû s'arrêter quand j'ai dit stop. Papa a fini par lever les yeux. Courtney. Ne fais pas ça. Tu l'as déjà fait. Maman a poussé un petit rire. Voilà. C'est exactement ce que je veux dire. Déterrer de vieilles rancœurs à Noël, tu as fait de ce matin une question de respect. J'ai dit, alors. Parlons-en. J'ai ramassé l'un des enregistrements. Le visage de maman a changé. Cela m'a suffi pour savoir que j'avais le bon. L'enregistrement n'avait rien de dramatique. C'est ce qui le rendait pire. Ma voix de 16 ans traversait l'appareil, mince et tremblante, demandant qu'on me laisse rentrer.
La voix plus jeune de maman répondait de l'autre côté de la porte. Une nuit froide t'apprendra peut-être la chance que tu as. Nathalie s'est figée. Je me souvenais de cette nuit par morceaux. Mes doigts engourdis dans les manches d'un sweatshirt. Ma joue pressée contre la porte parce que je pensais que papa pouvait m'entendre. La lumière du Porsche qui s'éteignait en cliquant. À l'époque. J'avais supplié. Maintenant. Je tenais l'enregistrement dans ma main. Nathalie a fixé maman. C'est la nuit où tu as dit qu'elle s'était enfuie. Maman a croisé les bras. Tu n'entends qu'une partie d'une situation beaucoup plus vaste. Tu savais où elle était. Elle était insupportable cette année-là. Papa est intervenu. Tout le monde était sous pression. Je l'ai regardé. Tu as dit aux gens que j'avais choisi de partir. Personne n'a répondu. L'enregistrement l'a fait. Gareth s'est penché en avant. Attends. Tu savais exactement où se trouvait une gamine de 16 ans et tu as ensuite raconté à tout le monde qu'elle s'était enfuie? Maman lui a lancé un regard noir. Tu n'étais pas là. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Pour une fois, quelqu'un de l'extérieur de la bulle familiale l'avait dit clairement. Et maman détestait la façon dont ça sonnait. Nathalie a fouillé dans la boîte et a sorti l'enveloppe de grand-mère. Maman a bougé rapidement. Laisse ça tranquille. Nathalie s'est figée, puis l'a ouverte quand même. À l'intérieur se trouvait la lettre de grand-mère et un ancien relevé de compte de garde. Mon nom figurait dessus. Celui de maman aussi, inscrit en tant que gestionnaire. Le solde était de 31 842,17 $. J'avais fixé ce chiffre tellement de fois qu'il avait cessé de ressembler à de l'argent. Grand-mère a légué ça pour moi, ai-je dit lorsque j'ai eu l'âge de demander où était le compte. Tu m'as dit qu'il n'y en avait jamais eu. La mâchoire de maman s'est contractée. Puis elle a prononcé à voix haute ce qu'elle pensait tout bas. As-tu une idée de ce que ça coûte de t'élever? La nourriture, les médecins, les vêtements, l'école. Cet argent est resté dans cette famille. La tête de Nathalie s'est lentement tournée vers elle. J'ai gardé ma voix égale. Je ne suis pas en colère à cause du chiffre. Tu m'as enlevé toutes les issues possibles. Puis tu m'as traité de faible parce que je restais. Papa a abattu le couvercle d'un coup sec. Ça suffit. Je l'ai ouvert à nouveau. Maman a pointé la boîte du doigt. Donne-moi ça. Non. Alors sors de chez moi. C'est pour ça que je l'ai apporté. Pendant une demi-seconde, un soupir de soulagement a traversé son visage. Elle a cru que je voulais dire que je laissais les preuves derrière moi. J'ai presque admiré son assurance. Tu croyais vraiment que j'avais apporté les seuls exemplaires? Son expression s'est vidée. J'ai tapoté le couvercle une fois. Tu m'as appris à être plus prudente que ça. Chaque fois que j'avais quelque chose qui te mettait mal à l'aise, tu le prenais. Mon téléphone, mes repères, mes lettres. Alors? J'ai appris à ne pas laisser le seul exemplaire de quoi que ce soit d'important là où tu pouvais l'atteindre. Maman a regardé Nathalie. Dis-lui de partir. Nathalie n'a pas bougé. Pourquoi lui as-tu dit que le compte n'avait jamais existé? Tu ne comprends pas les finances. Alors explique-les. Arrête de choisir ta sœur au détriment de ta mère. Le visage de Nathalie s'est tendu. Je te pose une question. C'était la première fissure à laquelle je faisais confiance. Non pas parce que Nathalie était soudainement devenue mon héroïne. Ce n'était pas le cas. Elle avait passé des années à profiter de la version la plus facile de notre famille. Celle où j'étais la fille difficile et où elle était la fille loyale.
Une seule question ne pouvait pas effacer cela. Pourtant, elle avait enfin cessé de répéter les répliques de maman 2 jours après Noël. Je me suis assise en face de Brianna Foster, une avocate en droit civil dont le bureau se trouvait à 10 minutes de mon appartement. J'ai posé les documents originaux et les supports de stockage originaux sur son bureau. Elle a examiné le relevé de compte. Puis la lettre de grand-mère. Le compte a clairement existé, a-t-elle dit. Je peux examiner ce qu'il en est advenu. Cela ne signifie pas que chaque retrait était illégal. Je veux juste la vérité. Alors c'est par là que nous commençons. J'ai laissé les originaux chez elle. Les copies de travail sont rentrées avec moi. Mon appartement était déjà équipé d'une petite caméra d'entrée orientée vers la porte. Des colis avaient été volés dans notre immeuble cet automne-là et je l'avais installé quelques mois plus tôt. À l'époque, je pensais que la plus grande menace pour ma porte d'entrée était quelqu'un qui volerait du shampoing et de la nourriture pour chiens dans le couloir. Cela a changé après Noël. J'ai envoyé un message à maman et papa. Aucun de vous n'a l'autorisation d'entrer dans mon appartement. Rendez le double de la clé par l'intermédiaire de Nathalie. Papa a répondu, très bien. Maman n'a rien dit. J'ai également demandé à la gestion de l'immeuble de changer la serrure. Noël tombant pendant un week-end de vacances. Le premier rendez-vous disponible était le jour ouvrable suivant. Le changement de serrure était programmé. D'ici là, l'ancienne clé fonctionnait encore pendant plusieurs jours. Maman sais-tu, pas d'appel, pas de texto. Pas de message à toute la famille sur la façon dont j'avais ruiné Noël. Même papa n'a laissé qu'un seul message vocal demandant à tout le monde de se calmer. Nathalie m'a appelé et m'a dit, peut-être qu'elle a enfin compris le message. Je voulais que ce soit vrai. Le calme m'a presque convaincu. Puis mon téléphone s'est illuminé avec une alerte d'entrée. Un seul regard sur l'image a tendu tous les muscles de mon corps. Maman était dans mon appartement. Elle n'avait pas deviné de code. Elle n'avait pas cassé de vitre. Elle avait gardé un vieux double de clé et avait attendu de nous voir, Nathalie et moi. Quitter l'immeuble ensemble. Sur la vidéo, elle est allée directement au placard de rangement. Directement à la boîte rouge. Elle l'a soulevée à 2 mains et s'est dirigée vers la porte. J'ai appelé Nathalie. Elle est dans mon appartement. Quoi? J'ai envoyé la capture d'écran. La respiration de Nathalie a changé. Elle cherche la boîte. Elle l'a trouvée. Est-ce que les originaux sont dedans? Non. Gareth a fait demi-tour en voiture avec nous. Je suis resté dehors pendant que maman était encore à l'intérieur. Des années plus tôt. J'aurais couru à l'intérieur parce que j'avais plus besoin de la confrontation que de sécurité. Plus maintenant. Maman a ouvert la porte en portant ma boîte rouge contre sa poitrine. Ses yeux se sont posés sur moi. Puis sur Nathalie. Puis sur Gareth. Pour la première fois de la semaine, elle n'avait pas de public préparé. J'ai pointé la boîte du doigt. Pourquoi tu as ma propriété? Je t'empêche de faire imploser cette famille pour des choses que tu ne comprends pas. Nathalie s'est avancée. Comment tu es entrée? Votre sœur a donné une clé à cette famille. J'ai révoqué cette permission. Ai-je dit? Maman a regardé Nathalie. Nathalie savait que papa avait pris connaissance du message. C'est à ce moment-là que maman a compris que la vieille ambiguïté avait disparu. Elle a tenté un autre angle. Je protégeais tout le monde. La voix de Nathalie est tombée. De Courtney ou de la découverte de ce que tu as fait? Maman a serré la boîte un peu plus fort.
Au moins. C'est de retour là où ça doit être. Un rire m'a échappé. Un seul. Ses yeux se sont rétrécis. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ce sont des copies aussi. La couleur a quitté son visage. Les originaux sont chez Brianna depuis après Noël. Tu as prémédité ça? Non. Je prévois de me protéger. Ce que tu as fait après ça. C'était ton choix. Maman s'est tournée vers Nathalie comme s'il lui restait une dernière issue de secours. Je suis sa mère. Nathalie a secoué la tête. Elle t'avait dit de ne pas entrer chez elle. Tu ne comprends pas ce qu'elle nous fait. Elle ne t'a pas forcé à utiliser cette clé. Maman l'a fixée. Les yeux de Nathalie se sont remplis de larmes, mais sa voix est restée assurée. Si tu voulais protéger cette famille, tu aurais dû agir comme une famille. C'était tout. Pas de menottes, pas de confession au tribunal, pas de gigantesque humiliation publique. La chose que maman avait passé des années à protéger s'est brisée là, sur le champ. Nathalie a cessé de la croire. L'entrée de l'appartement est devenue un incident extérieur au lieu d'une autre dispute privée que maman pouvait réécrire avant le dîner. J'ai donné les images et les messages pertinents aux personnes compétentes et je les ai laissés décider de la suite. Le changement de serrure programmée a eu lieu. Maman a perdu l'accès à mon chez-moi. La boîte rouge est restée mienne. L'argent a pris plus de temps. Des semaines plus tard, Brianna a posé d'autres dossiers de compte devant moi. Le compte a existé, a-t-elle dit. Elle a indiqué qu'il y avait eu des retraits alors que votre mère était la gestionnaire. Je ne peux pas encore vous dire quelles dépenses étaient légales et lesquelles ne l'étaient pas. Mais elle a menti quand elle vous a dit que le compte n'avait jamais existé. Cela comptait plus que je ne l'aurais pensé. Pendant des années, maman m'avait fait croire que la vérité ne comptait que si je pouvais en prouver chaque centimètre carré à la fois. Brianna a repoussé la lettre de grand-mère vers moi. Il y a des problèmes qui valent la peine d'être poursuivis. Et je m'en occuperai séparément. Mais ne faites pas de cette affaire toute votre vie. Je n'ai pas l'intention de le faire. Bien. Laissez-moi m'occuper de la paperasse. Allez vivre votre vie. Alors? Je l'ai fait. Nathalie s'est excusée une semaine plus tard à ma table de cuisine. Elle a gardé ses deux mains autour d'une tasse et l'a fixée pendant un long moment. Croire que tu étais difficile a rendu les choses plus faciles pour moi. Cette phrase valait mieux qu'un simple « je suis désolé ». Elle ne me demandait pas d'effacer ce qu'elle avait fait. Elle mettait des mots sur ce qu'elle y avait gagné. Je ne peux pas passer de ça à te faire confiance. Ai-je dit. Je sais. Si tu le penses vraiment, montre-le-moi. Je le ferai. Et elle l'a fait. Lentement. Garrett est resté en dehors de tout cela. Il a confirmé ce dont il avait été personnellement témoin et a refusé de devenir le détective de qui que ce soit. C'était suffisant. Morgan a appelé ensuite. Sa voix était plus timide que dans mon souvenir. Je savais pour la nuit dehors. J'ai fermé les yeux. Tu savais quoi? Assez. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que défier ta mère a toujours empiré les choses. Pour qui? Morgan n'a eu aucune réponse. J'ai accepté la vérité. Je n'ai pas renoué la relation. Papa a tenu un mois de plus avant d'admettre qu'il savait que maman avait déjà fait un double de la clé de mon appartement. Je n'aurais jamais pensé qu'elle l'utiliserait vraiment.
Ça a toujours été ton excuse, ai-je dit. Tu n'as jamais pensé qu'elle irait jusque-là jusqu'à ce qu'elle le fasse. Il a commencé à s'excuser. J'ai raccroché. Le silence radio a été maintenu. La conséquence pour maman a été plus difficile à avaler que de perdre une dispute. Nathalie a cessé de répéter sa version de moi. Gareth ne l'avait jamais accepté. Morgane avait admis ce qu'elle savait. Le silence de papa ne réglait plus rien. Maman avait toujours des avis. Elle avait toujours des explications. Ce qu'elle avait perdu, c'était le pouvoir de faire de ces explications le dossier officiel de la famille. Le Noël suivant, je suis allé chez Nathalie et Gareth pour quelques heures. Les cadeaux étaient petits. Nathalie m'en a tendu un emballé dans du papier uni. À l'intérieur, il n'y avait rien de cher. Il y avait un mot écrit à la main. À ma sœur, j'aurais dû demander plus tôt. Je ne détournerai plus les yeux. Je l'ai lu 2 fois. L'année dernière, à Noël, tout le monde avait reçu un mot, sauf moi. Cette fois, le mot venait de quelqu'un dont le comportement avait changé avant même que les mots n'atteignent la page. La boîte rouge est restée à la maison. Pour la première fois, je n'attendais pas que quelqu'un d'autre décide si j'étais à ma place. Avec le recul, le cadeau manquant n'a jamais été la vraie punition. Un cadeau n'est qu'un objet. Le papier d'emballage se déchire. Les choses se cassent. Les gens oublient ce qu'ils vous ont acheté. Ce que maman a fait ce matin-là était différent. Elle a transformé un rituel familial en un verdict public. Tout le monde méritait de la chaleur. J'avais prétendument mérité l'exclusion. Ce genre de message peut s'enfoncer profondément parce qu'il recrute des témoins. Il invite tout le monde dans la pièce à accepter le même classement sans jamais avoir à le dire à voix haute. Au fil du temps, la question change. Les gens cessent de demander ce qui lui est arrivé. Ils commencent à demander pourquoi elle est toujours énervée. Ce changement protège la personne qui a le plus de pouvoir. Pendant des années, j'ai répondu à la mauvaise question. J'ai continué à essayer de prouver que je n'étais pas trop sensible, trop en colère. Trop dramatique, trop ingrate. Maman n'a jamais eu à prouver qu'elle était juste. Je devais prouver que je méritais l'équité. Une fois que j'ai compris cela, beaucoup de choses sont devenues plus simples. La première règle que j'ai retirée de tout cela est simple. Le respect et l'obéissance ne sont pas la même chose. Maman disait que je n'avais témoigné aucun respect à la famille. Regardez ce qu'elle voulait réellement. Ne me contredis pas. Ne mentionne pas le passé. Ne réagis pas quand je t'humilie. Continue à te présenter au fait. Souris quand on regarde. Accepte ma version des faits. Ce n'est pas du respect mutuel. C'est de la soumission. Un respect sain laisse de la place au désaccord. Il permet à un autre adulte de dire non sans être puni pour cela. Il permet à quelqu'un de quitter une conversation au lieu de capituler intérieurement. Mon « d'accord » silencieux le matin de Noël a agacé maman parce qu'elle s'attendait à l'une de mes 2 versions. La fille qui se soumettait ou la fille qui explosait. L'une ou l'autre la maintenait en position de contrôle. Monter à l'étage et rapporter la boîte a changé le schéma parce que j'ai arrêté de pas céder. Audition pour l'un ou l'autre de ces rôles. Cette leçon va au-delà des parents. Un partenaire peut dire, après tout ce que j'ai fait pour toi. Un ami peut dire, si tu tenais à moi, tu ferais ça. Un patron peut qualifier une contestation raisonnable de déloyauté. Les mots changent. La structure peut rester la même. Avant d'accepter l'accusation selon laquelle vous manquez de respect, demandez quelle obéissance l'autre personne exige réellement. La seconde règle est celle-ci. Cessez d'essayer de gagner avec la mémoire seule. La mémoire compte. Votre expérience compte. Pourtant, les querelles sur le passé peuvent devenir un piège. Lorsqu'une personne a passé des années à contrôler l'histoire, vous dites « c'est arrivé ».
Elle répond, non, ce n'est pas le cas. Désormais, la conversation ne porte plus sur ce qui s'est passé. Elle devient un concours de crédibilité. Qui a l'air le plus calme? Qui est le plus âgé? Qui a le plus d'allées? Qui a déjà la réputation d'être raisonnable? Qui a passé des années à enseigner à tout le monde que l'autre personne est instable? J'ai perdu ce concours pendant longtemps parce que je continuais à croire qu'une explication parfaite ferait enfin admettre à maman ce qu'elle avait fait. Ces théories ne s'est jamais réalisée. Ma stratégie d'adulte est devenue plus restreinte et plus pratique. Conservez les documents qui vous appartiennent. Préservez les messages importants. Utilisez des témoins neutres lorsqu'une confrontation risque d'être contestée plus tard. Mettez les autorisations importantes par écrit. Demandez de l'aide à des personnes qualifiées lorsque le problème dépasse ce que vous comprenez. Ce n'est pas de la vengeance. C'est simplement un moyen d'empêcher que votre réalité ne soit effacée. Le vieux magnétophone de mes 16 ans comptait. La déclaration de grand-mère comptait. Sa lettre comptait. Pourtant, maman pouvait argumenter sur le contexte jusqu'à la fin des temps. L'incident de l'appartement était différent. On lui avait dit que son accès était révoqué. Papa avait accusé réception du message. Elle avait gardé une autre clé. Elle avait attendu que je parte. Elle était entrée quand même. Sa tentative de se débarrasser des anciennes preuves a créé de nouvelles preuves du même schéma. Cela m'a appris quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Parfois, la preuve la plus claire n'est pas ce que quelqu'un a fait il y a 20 ans. C'est ce qu'il choisit de faire à nouveau après que tout le monde lui a enfin dit d'arrêter. La troisième règle est celle qui a le plus changé mon quotidien. Une limite sans modification de l'accès n'est qu'une simple demande. J'aurais pu sortir de Noël en disant « j'en ai fini ». Et puis ne rien changer. Le même double de clés, les mêmes appels privés, les mêmes invitations aux fêtes. Les mêmes disputes sans fin. La même attente que je réponde chaque fois que maman déciderait qu'elle était prête à m'expliquer à moi-même. Les mots auraient eu l'air forts. La structure serait restée exactement la même. Alors, j'ai changé ce que je pouvais réellement contrôler. Les originaux ont été déplacés dans un endroit sûr. L'autorisation d'entrer dans mon chez-moi a pris fin par écrit. Le changement de serrure a été planifié. J'ai arrêté de débattre avec maman en tête-à-tête. J'ai utilisé des témoins lorsque la situation l'exigeait. J'ai confié les questions juridiques à quelqu'un de qualifié pour les gérer. Plus important encore. J'ai cessé de faire de l'accord de maman une condition préalable à ma prochaine décision. C'est toute la différence entre contrôler une autre personne et contrôler l'accès à sa propre vie. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à s'excuser. Vous pouvez cesser de lui offrir un public illimité. Vous pouvez empêcher un parent de dire la vérité sur vous. Vous pouvez cesser de participer à des conversations construites autour d'un mensonge. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à devenir digne de confiance. Vous pouvez modifier le niveau d'accès et de confiance dont il bénéficie. Le plus étrange, c'est que faire cela peut apporter de la culpabilité avant d'apporter le soulagement. Pendant la plus grande partie de ma vie, être une bonne fille signifiait revenir, s'expliquer. Donner une chance de plus. Avaler une insulte de plus parce que maintenir la paix était censé faire de moi quelqu'un de mature. Alors, quand j'ai arrêté, une partie de moi réagissait encore comme si je faisais quelque chose de cruel. Cette culpabilité n'était pas la preuve que j'avais tort. Parfois, ce n'était que la preuve que je faisais quelque chose d'inhabituel. Le familier peut sembler plus sûr que le saint, simplement parce qu'on l'a pratiqué plus longtemps. Pendant un moment, j'ai cru que la boîte rouge était le centre de l'histoire. Elle avait l'air d'un symbole de pouvoir. Elle contenait des preuves, des dates, des voix, des papiers. Des choses que je pouvais brandir quand quelqu'un me disait que je m'en souvenais mal. Finalement, j'ai compris que la boîte n'était qu'un pont. J'en avais besoin parce que j'avais passé tant d'années à apprendre à ne pas faire confiance à ma propre expérience. Puis elle a fait son travail.
L'objectif n'a jamais été de trimballer cette boîte dans chaque pièce pour le restant de mes jours. L'objectif était d'atteindre un point où je pouvais documenter le passé sans construire tout mon avenir autour de la preuve de celui-ci. Je n'ai pas eu de parents parfaits. L'argent n'est pas réapparu par magie. Il n'y a pas eu de confession théâtrale au tribunal. Personne ne s'est tenu devant tout le quartier pour annoncer que j'avais eu raison depuis le début. Ce que j'ai obtenu a été plus discret. J'ai obtenu le contrôle sur les personnes qui avaient accès au prochain chapitre de ma vie. C'est pourquoi le mot de Nathalie avait de l'importance. 1 an plus tôt, maman utilisait des notes écrites à la main pour montrer à tout le monde son rang. Le mot de Nathalie a fait exactement le contraire. Il est venu après un changement de comportement. Elle avait déjà commencé à poser des questions plus difficiles. Elle avait déjà cessé de couvrir maman. Elle m'avait déjà prouvé, lentement, qu'elle comprenait qu'on ne lui devait pas la confiance simplement parce que nous partagions un nom de famille. Le papier n'a fait que mettre des mots sur ce que ses actes avaient commencé à prouver. Si quelqu'un dans votre vie a déjà qualifié votre autoprotection de manque de respect, faites attention à ce qu'il vous demandait réellement d'abandonner. Et si quelqu'un ne cesse de vous répéter que votre mémoire est le problème, demandez-vous si la dispute est devenue plus importante pour lui que la vérité. Vous n'avez pas besoin de gagner tous les débats avant de changer ce que vous autorisez. Vous n'avez pas besoin d'une approbation unanime avant de protéger votre maison, vos dossiers, votre temps ou votre paix. Si vous aviez été à ma place ce matin de Noël-là, auriez-vous ouvert la boîte rouge? Ou l'auriez-vous emporté hors de la maison sans jamais regarder en arrière? Dites-moi ce que vous auriez fait. Et si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a besoin d'entendre la différence entre le respect et l'obéissance, partagez-la avec lui. Abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires où la vraie récompense vient de choix clairs, de conséquences réelles et, enfin, du refus de laisser quelqu'un d'autre écrire votre vie à votre place. Je sais exactement ce que vous criez devant l'écran en ce moment. Pourquoi Courtney a-t-elle continué à y retourner? Pourquoi a-t-elle passé des années à essayer de s'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé? Quel était le problème? Parce que les relations toxiques peuvent fonctionner comme une machine à sous. La plupart des tirages ne vous donnent rien. Puis, de temps en temps, vous obtenez une petite récompense. Un beau Noël, un appel téléphonique gentil, un parent qui dit « Je suis fier de toi ». Une sœur qui finit par vous défendre. Juste assez d'espoir pour vous pousser à actionner le levier à nouveau. Les psychologues appellent cela le renforcement intermittent. En clair, cela signifie que des récompenses imprévisibles peuvent garder les gens accros plus longtemps que des récompenses constantes. Courtney ne restait pas parce que le traitement avait du sens. Elle continuait à courir après la possibilité que la prochaine conversation soit enfin différente. Cela nous amène au volet financier. Car cette histoire contient plusieurs mesures intelligentes qui valent la peine d'être copiées. La première est ce que j'appelle la stratégie de l'audit. Remarquez ce qui a changé lorsque Courtney a cessé de se disputer sur des souvenirs et a produit un véritable relevé de compte affichant 31 842, 17 $. Les détails modifient la conversation lorsque l'argent est en jeu. Cessez d'accepter des phrases telles que « nous l'avons utilisé pour toi » ou « ça a été réglé il y a des années ». Demandez quel compte, quelle institution, quelle date, quel solde, quel retrait. Vous n'accusez personne. Vous demandez des documents. Les gens qui disent la vérité ont généralement beaucoup moins de raisons de craindre des questions précises. Deuxièmement, constituez le dossier avant de monter au créneau. Courtney a gardé des copies, a déplacé les originaux chez un avocat, a préservé les messages importants et a mis la restriction d'accès à l'appartement par écrit. C'est de l'autodéfense financière et juridique dans sa forme la plus simple. Gardez vos propres documents. Conservez les relevés importants. Sauvegardez les accords écrits. Si un actif, un héritage, un prêt ou un compte familial implique votre nom, comprenez ce qui existe avant qu'une crise ne commence. Troisièmement, c'est ce que j'appelle le rachat.
Parfois, acheter sa liberté ne signifie pas faire un chèque à quelqu'un. Cela signifie accepter un inconvénient temporaire pour éliminer un levier permanent. Changer la serrure, séparer les comptes, déplacer les documents. Cessez de partager les mots de passe. Payez pour des conseils professionnels lorsque les enjeux le justifient. Quelques centaines de dollars dépensés pour protéger votre avenir peuvent coûter moins cher que des années passées à réparer les dégâts causés par un accès que vous auriez dû supprimer plus tôt. Et voici le verdict final. Votre valeur n'augmente pas lorsque quelqu'un admet enfin qu'il vous a maltraité. Elle n'a jamais dépendu de leur approbation. La plus grande victoire de Courtney n'a pas été de prouver que sa mère avait tort. C'était d'atteindre le point où la version des faits de sa mère ne pouvait plus contrôler sa maison, son argent ou ses décisions. Si vous avez déjà dû vous protéger financièrement ou émotionnellement d'un proche, partagez ce qui vous a aidé dans les commentaires et abonnez-vous si vous voulez d'autres analyses qui transforment des histoires dramatiques en leçons pratiques que vous pouvez réellement utiliser.